31. Détruisez de l'intérieur. La stratégie de la 5e colonne. On ne peut véritablement se battre que contre un ennemi qui se montre et que l'on voit. En infiltrant les rangs de l'adversaire, vous œuvrez à sa perte de l'intérieur. Il n'a aucune cible à viser. Vous avez l'avantage ultime. De l'intérieur, vous pouvez apprendre quelles sont ses faiblesses et quels sont donc les moyens de semer la zizanie dans le camp ennemi. Cachez vos intentions agressives. Pour obtenir l'objet de votre convoitise, ne combattez pas ceux qui le possèdent, mais joignez-vous à eux. Vous pourrez alors vous approprier ce que vous briguez ou attendre le bon moment pour un coup d'État. Aucune structure n'est durable lorsqu'elle pourrit de l'intérieur. L'ennemi invisible. Fin 1933, Adolf Hitler nomma le vice-amiral Wilhelm Canaris, âgé de 46 ans, chef de l'Abwehr, le service de renseignement et de contre-espionnage de l'état-major allemand. Hitler avait obtenu les pleins pouvoirs peu de temps auparavant, et dans la stratégie englobant ses futures conquêtes en Europe, il voulait que Canaris fasse de l'Abwehr un service aussi efficace que son équivalent anglais. Canaris n'était pas le premier auquel on aurait songé pour ce poste. C'était un aristocrate, il n'était pas membre du parti nazi, et avait fait une carrière militaire plutôt banale jusque-là. Mais Hitler voyait en lui des caractéristiques qui en feraient un espion de haut niveau. Très rusé, c'était un homme d'intrigue et de manipulation. Il savait obtenir ce qu'il voulait. En outre, il ne serait redevable de sa promotion qu'envers Hitler. Au cours des années suivantes, Hitler n'eut que des raisons de se réjouir de son choix. Canaris réorganisa l'Abwehr avec une grande rigueur et dissémina ses réseaux d'espionnage à travers toute l'Europe. En mai 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, il dénicha des renseignements de première importance pour la Blitzkrieg en France et aux Pays-Bas. Ainsi, l'été de la même année, Hitler confia à Canaris la mission la plus importante qu'il ait jamais eue. Il était chargé de fournir les informations sur lesquelles se baserait l'opération Otari, qui prévoyait de conquérir l'Angleterre. Après la Blitzkrieg et l'évacuation de l'armée alliée à Dunkerque, les Anglais paraissaient excessivement vulnérables. Si Hitler parvenait à les mettre KO et à leur faire abandonner le combat, il aurait par la suite toute latitude pour conquérir l'Europe. Toutefois, quelques semaines après s'être mis au travail, Canaris rapporta que les Allemands avaient sous-estimé la taille de l'armée et de l'aviation anglaise. L'opération Otari allait requérir des ressources beaucoup plus importantes que le Führer ne l'avait prévu. À moins que Hitler ne souhaite y consacrer beaucoup plus de troupes, on risquait d'aller au désastre. Le dictateur en fut très déçu, lui qui espérait se débarrasser de l'Angleterre d'un seul coup bien arrangé. Mais inquiet d'une possible invasion russe, il ne souhaitait pas consacrer trop d'hommes à l'opération Otari, ni passer des années à tenter d'assujettir les Anglais. Il s'en remit à Canaris et abandonna donc le projet d'invasion. Ce même été, le général Alfred Jodl présenta une brillante stratégie pour affaiblir l'Angleterre d'une autre façon. En basant ses opérations en Espagne, il envahirait l'île britannique de Gibraltar, coupant ainsi les routes maritimes anglaises qui passaient par la Méditerranée et le canal de Suez pour atteindre l'empire colonial anglais en Inde. Ce serait un véritable désastre pour l'Angleterre. Mais les Allemands devaient agir vite, avant que les Anglais ne comprennent la menace. Enthousiasmé par cette nouvelle opportunité de ruiner l'Angleterre de manière indirecte, Hitler demanda une nouvelle fois à Canaris d'évaluer ce plan. Le chef de l'Abwehr alla en Espagne, étudia la situation et revint avec un rapport. Il expliqua que, dès lors que l'armée allemande entrerait en Espagne, les Anglais comprendraient leur stratégie et auraient le temps de défendre Gibraltar. Le Führer aurait également besoin de la coopération de Francisco Franco, dictateur espagnol, mais Canaris ne pensait pas pouvoir compter sur lui. En bref, Gibraltar n'en valait pas la peine. Dans l'entourage de Hitler,
Nombreux étaient ceux qui pensaient que la prise de Gibraltar était tout à fait réalisable et pourrait conduire l'Allemagne vers une victoire facile et rapide. Choqués par le rapport de Canaris, beaucoup s'élevèrent pour protester et émettre des doutes sur les renseignements qu'il fournissait depuis le début. Sa nature énigmatique, il parlait peu et était assez mystérieux, ne faisait que confirmer leurs soupçons. Fallait-il vraiment lui faire confiance? Hitler écouta ce que lui recommandait son entourage, mais une réunion avec le généralissime Franco pour discuter du plan de Gibraltar corrobora indirectement ce que Canaris avait expliqué. Franco faisait le difficile, formulait toutes sortes de demandes extravagantes. Il était impossible de travailler avec les Espagnols sans se heurter à de nombreux problèmes logistiques. Hitler se désintéressa rapidement du plan de Jodl. Durant les années qui suivirent, de plus en plus de proches de Hitler en vinrent à douter de la loyauté de Canaris envers le Troisième Reich. Mais personne n'avait de preuves à avancer. Hitler lui-même avait toute confiance dans le chef de l'Abwehr et continuait à le charger de missions top secret. Ce fut notamment le cas au cours de l'été 1943, lorsque le maréchal Pietro Badoglio, ancien chef de l'état-major italien, arrêta Benito Mussolini, dictateur italien et allié le plus sûr de Hitler. Les Allemands craignaient que Badoglio n'entame des pourparlers secrets avec le général Dwight D. Eisenhower et que l'Italie ne se rende. Ce serait un coup dévastateur pour l'Axe, mais Hitler pouvait s'en prémunir, si nécessaire en envoyant une armée à Rome pour arrêter Badoglio et occuper la capitale. Était-ce vraiment utile? Les armées de Hitler étaient demandées ailleurs. Canaris fut envoyé en Italie pour y évaluer la probabilité de capitulation. Il rencontra son homologue italien, Cesare Amé, puis organisa une entrevue entre les dirigeants des services secrets des deux pays. Lors de cette rencontre, Amé jura ses grands dieux que Badoglio n'avait aucune intention de trahir l'Allemagne. Le maréchal était profondément loyal à la cause nazie. Amé fut très convaincant, Hitler laissa donc le pays en paix. Mais quelques semaines plus tard, Badoglio se rendit à Eisenhower et la flotte italienne, extrêmement importante, passa aux mains des Alliés. Canaris avait été joué. Ou bien, était-ce lui qui s'était joué de Hitler? Le général Walter Schellenberg, chef de la branche étrangère des services secrets SS, se mit à enquêter sur le fiasco de Badoglio et découvrit dans le service d'Amé deux hommes qui avaient assisté aux discussions entre leur chef et Canaris. Ils rapportèrent que Canaris avait toujours su que Badoglio voulait se rendre et qu'ils avaient collaboré pour duper Hitler. Cette fois, le chef de l'Abwehr avait été pris la main dans le sac et en paierait le prix de sa vie. Schellenberg rassembla un épais dossier qui expliquait les autres affaires dans lesquelles Canaris semblait avoir fait acte de trahison. Il le soumit à Heinrich Himmler, chef des SS. Celui-ci demanda cependant à son subordonné de se tenir tranquille. Il soumettrait le dossier à Hitler en temps utile. Mais à la consternation de Schellenberg, les mois passèrent et Himmler ne fit rien, excepté laisser Canaris partir à la retraite avec les honneurs militaires. Peu après son départ, le journal de l'agent double tomba entre les mains des SS. Il révélait que Canaris avait conspiré contre Hitler depuis le début, lorsqu'il était arrivé au poste de chef de l'Abwehr. Il était allé jusqu'à comploter l'assassinat du Führer et n'avait échoué que par un malencontreux concours de circonstances. En avril 1945, Canaris fut envoyé en camp de concentration, où il fut torturé et tué. Interprétation. Wilhelm Canaris était un homme dévotement patriote et fort conservateur. Lorsque le parti nazi accéda au pouvoir, dès le début, il fut persuadé que Hitler conduirait son Allemagne bien-aimée vers la destruction. Mais que faire? Il n'était qu'un homme seul. S'il s'élevait contre Hitler,
Nul n'entendrait parler de lui, et il finirait précocement assassiné. Canaris voulait des résultats. Il se tint donc tranquille, et lorsqu'on lui offrit le poste de chef de l'Abwehr, il se jeta sur l'occasion. Il patienta longuement afin de gagner la confiance de ses chefs. Cela lui laissa aussi le temps de comprendre le fonctionnement interne du gouvernement nazi. Parallèlement, il constitua en secret un groupe de conspirateurs du même calibre, le Schwarze Kapelle, l'Orchestre Noir, qui trama plusieurs complots visant à supprimer Hitler. De sa position à l'Abwehr, Canaris avait les moyens, dans une certaine mesure, de protéger le Schwarze Kapelle de toute enquête. Il put également rassembler des renseignements sur les secrets les plus obscurs de nazis haut placés, comme Himmler. Ces renseignements en main, il pouvait les faire chanter. Le moindre mouvement contre lui, et tout serait révélé, leur réputation ruinée. Lorsque l'opération Otari lui fut confiée, Canaris arrangea le rapport pour faire paraître l'Angleterre beaucoup plus puissante qu'elle ne l'était. De même, lorsqu'il enquêta sur une possible invasion de Gibraltar, il confia aux Espagnols, dans le plus grand secret, qu'une coopération avec les Allemands les conduirait au désastre. Ils ne partiraient jamais. D'où le comportement quelque peu incohérent de Franco avec Hitler. Dans les deux cas, Canaris exploita l'impatience de ce dernier, qui aimait les victoires faciles et rapides, afin de le décourager de toute initiative pouvant modifier le cours de la guerre en sa faveur. Enfin, dans le cas de Badoglio, Canaris avait compris le point faible de Hitler, qui avait des angoisses paranoïaques sur la loyauté de ses alliés. Il expliqua à Hamé comment jouer sur cette faiblesse et prouver la loyauté de l'Italie à la cause de l'Axe. Les résultats que Canaris obtint en travaillant ainsi de l'intérieur furent stupéfiants. Ce seul homme sauva l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie du désastre et changea irrévocablement le cours de la guerre. Toutes les ressources de la machine de guerre allemande étaient à sa disposition. Il put donc l'interrompre et la faire dérailler. Comme le démontre l'histoire de Canaris, lorsque vous voulez combattre ou détruire quelque chose, il est souvent préférable de réprimer tout désir de clamer votre hostilité. Vous révéleriez votre position. L'ennemi connaîtrait alors vos intentions. Ce que vous gagnez en publicité, et peut-être en soulagement pour l'avoir verbalisé, vous le perdez en pouvoir effectif, surtout si l'ennemi est puissant. La meilleure stratégie est d'avoir l'air de rester du côté ennemi, de vous introduire en son cœur. Là, vous aurez l'occasion de rassembler des informations primordiales. Vous saurez les faiblesses qu'il faut attaquer, les preuves à charge que vous pouvez publier. Là, manœuvrez subtilement, en diffusant de fausses informations ou en encourageant l'ennemi à l'autodestruction. Vous serez particulièrement efficace, beaucoup plus que si vous étiez resté à l'extérieur. Le pouvoir de l'ennemi devient une force dont vous pouvez user, une sorte de dépôt d'armes oublié que vous avez à disposition. La plupart des gens ont bien du mal à imaginer que quelqu'un d'amical, de chaleureux et d'enthousiaste puisse se révéler traître. Vos intentions et vos manœuvres n'en seront que plus faciles à dissimuler. Lorsque vous êtes invisible aux yeux de l'ennemi, vos pouvoirs destructeurs n'ont plus de limite. Parlez avec déférence, écoutez avec respect, suivez ses ordres et soyez d'accord avec lui en tout point. Il n'imaginera jamais que vous pouvez être en conflit avec lui. Nos mesures de trahison seront alors déterminées. Tai Kung, Six Secret Teachings, environ 4e siècle avant Jésus-Christ. La prise de pouvoir amicale. Lors de l'été 1929, André Breton, âgé de 33 ans et leader du mouvement surréaliste à Paris, assista à une projection privée du film Un chien andalou, réalisé par un Espagnol membre du groupe, Luis Buñuel. Le premier plan montrait un homme ouvrant l'œil d'une femme au couteau. Breton s'exclama que c'était là le premier film surréaliste. Si Un chien andalou fit tant de bruit,
Ce fut notamment parce qu'il avait mis à contribution l'un des nouveaux artistes en vogue, Salvador Dali, ami et collaborateur de Buñuel. Le réalisateur confia à Breton tout le bien qu'il pensait de son compatriote, dont les peintures étaient à coup sûr, selon lui, surréalistes. L'artiste avait une personnalité très particulière. Très vite, on se mit à parler de Dali et de sa méthode, qu'il appelait la paranoïa critique. Il allait chercher au plus profond de ses rêves et de son inconscient des images qu'il interprétait et peignait, quel qu'en soit le contenu, avec une précision délirante. Dali vivait encore en Espagne, mais Breton vit apparaître son nom partout où il allait. Puis, en novembre 1929, Dali, alors âgé de 25 ans, obtint sa première grande exposition dans une galerie parisienne. Breton fut transporté par ce qu'il vit. Il écrivit plus tard « C'est peut-être, avec Dali, la première fois que s'ouvrent toutes grandes les fenêtres mentales. » Pour Breton, la fin des années 1920 fut une période difficile. Le mouvement qu'il avait fondé 5 ans plus tôt stagnait. Ses membres se chamaillaient sur des questions idéologiques qui l'ennuyaient à mourir. À vrai dire, le surréalisme commençait à battre de l'aile et n'était plus guère dans le vent. Peut-être Dali pouvait-il offrir, par ses œuvres, ses idées et son tempérament provocateur, le sang nouveau dont le mouvement avait besoin, ce sang frais qui ferait reparler des surréalistes. Ayant tout ceci en tête, Breton invita donc Dali à entrer dans le mouvement. L'Espagnol accepta de bon cœur. Dali déménagea à Paris et s'y installa. Pendant quelques années, la stratégie de Breton parut fonctionner. Le tout Paris ne parlait que des tableaux scandaleux de Dali. Ces expositions provoquèrent de véritables émeutes. Brusquement, tout le monde s'intéressa à nouveau au surréalisme, même les artistes les plus jeunes. Mais vers 1933, Breton se mit à regretter amèrement d'avoir invité l'Espagnol. Il avait reçu des lettres de Dali qui exprimaient son intérêt pour Hitler en tant que source d'inspiration paranoïaque. Seuls les surréalistes, estimait Dali, étaient capables de dire de jolies choses au sujet de Hitler. Il décrivit même des rêves érotiques avec ce dernier. La nouvelle de l'engouement de Dali pour le Führer se répandit dans le mouvement et fut un grand sujet de débat. Beaucoup de surréalistes étaient sympathisants du communisme et se dirent dégoûtés par les nouvelles inspirations de l'artiste espagnol. En outre, pour ne rien arranger, il réalisa un gigantesque tableau qui représentait Lénine dans une position grotesque, exposant des fesses surdimensionnées, larges de 2,79 m, soutenues par des béquilles. Chez les surréalistes, nombreux étaient les admirateurs de Lénine. Dali était-il délibérément provocateur? Lorsque Breton dit à Dali qu'il n'aimait pas ses tableaux de fesses et d'anus, une profusion délirante d'anus envahit soudain les tableaux de l'artiste. Au début de l'année 1934, Breton éclata et publia un papier, co-signé par plusieurs membres, proposant l'expulsion de Dali du mouvement surréaliste. Le mouvement était totalement divisé entre les admirateurs et les détracteurs de Dali. Enfin, on fit une réunion pour débattre du problème. Dali avait de la fièvre et mal à la gorge. Il arriva vêtu d'une demi-douzaine de couches de vêtements, un thermomètre dans la bouche. Comme Breton allait et venait dans la pièce, listant les raisons de son exclusion, Dali se mit à ôter et remettre son manteau, sa veste et ses multiples pulls pour, disait-il, réguler sa température. On avait bien du mal à se concentrer sur ce que disait Breton. On demanda enfin à Dali de répondre. « J'ai peint Lénine comme Hitler à partir de rêves, » dit-il en postillonnant à cause du thermomètre qu'il avait dans la bouche. Les fesses de Lénine n'avaient rien d'insultant. C'était au contraire la meilleure preuve de ma fidélité au surréalisme. Il continuait à ôter et remettre ses vêtements. Tous les tabous sont interdits, ou alors il faut établir une liste de ceux qu'il faut respecter. Si c'est le cas,
Que Breton reconnaisse que le royaume de la poésie surréaliste n'est rien d'autre qu'un minuscule domaine où sont assignés à résidence les coupables et les criminels, sous la surveillance de la brigade des mœurs et du Parti communiste. Les membres du cercle étaient pour le moins perplexes. Dali avait fait de leur propre réunion une sorte de spectacle surréaliste, se moquant de la prétendue liberté de création qu'il prônait et s'en faisant l'unique représentant. Il avait réussi à les faire rire. S'il votait son exclusion, il ne ferait que confirmer les accusations qu'il venait de proférer. Ils décidèrent donc de lui laisser un temps de répit, mais après cette réunion, le mouvement surréaliste était clairement plus divisé que jamais. À la fin de l'année, Dali disparut à New York. À Paris, le bruit courut qu'il avait complètement conquis le monde artistique américain et avait fait du mouvement surréaliste une grande mode. Quelques années plus tard, il émigra pour de bon aux États-Unis et fit même la une du Times. De New York, sa célébrité s'étendit par-delà les frontières, partout dans le monde. Entre-temps, les surréalistes eux-mêmes disparaissaient doucement de la scène, supplantés par d'autres mouvements artistiques. En 1939, Breton, dégoûté de n'avoir pas su garder le contrôle sur Dali, finit par bannir l'artiste espagnol du groupe, mais cela n'avait plus guère d'importance. Dali était devenu le symbole du surréalisme et le resta longtemps après la mort du mouvement lui-même. Interprétation. Salvador Dali était un personnage extrêmement ambitieux. Sous ses dehors pour le moins excentriques, ses journaux montrent à quel point il savait se montrer stratégique pour obtenir ce qu'il désirait. Au début de sa carrière, alors qu'il se languissait en Espagne, il comprit l'importance de Paris en tant que capitale culturelle, centre du mouvement de l'art moderne. S'il voulait atteindre les sommets de la gloire, il se devait d'y passer. Et s'il désirait se faire connaître à Paris, il devait s'attacher à un mouvement quel qu'il soit, qui justifierait son statut d'artiste d'avant-garde et lui ferait gratuitement toute sa publicité. Étant donné la nature de ses travaux et de sa méthode, la paranoïa critique, le mouvement surréaliste lui paraissait tout indiqué. Bien sûr, il fut aidé par le fait que son ami Buñuel était déjà membre du groupe et l'amant de Gala, femme de Paul Éluard, l'un des principaux auteurs et penseurs du surréalisme. Via Buñuel, Gala et quelques autres, que Dali appelait tantôt ses messagers, tantôt ses porteurs, il répandit stratégiquement son nom à travers tout Paris et visa directement Breton. En vérité, Dali méprisait toute forme de groupe organisé et détestait activement Breton. Mais le mouvement comme l'individu lui était indispensable. Il s'inséra dans le groupe et suggéra qu'il était un surréaliste avant la lettre. Il parvint à se faire inviter dans le groupe par Breton lui-même. Dès lors, en tant que surréaliste officiel et membre du groupe à part entière, Dali put poursuivre son insidieux combat. Il commença par donner au mouvement toutes les preuves de son loyalisme. Ce fut le biais par lequel il passa plusieurs années à conquérir Paris avec ses tableaux renversants. Les surréalistes lui étaient reconnaissants du renouveau qu'il leur avait donné, mais en réalité, il se servait de leur nom et de leur présence pour sa carrière propre. Puis, une fois que sa célébrité fut faite, il s'employa à dynamiter le groupe de l'intérieur. Plus le mouvement surréaliste serait faible en interne, mieux il pourrait le dominer publiquement. Dali choisit délibérément les images de Hitler et de Lénine, sachant pertinemment qu'elles en dégoûteraient beaucoup au sein du groupe. La situation soulignerait le côté tyrannique de Breton et scinderait le mouvement. Le spectacle de Dali, lors de la réunion visant à l'expulser, fut un chef-d'œuvre de surréalisme en soi, mais aussi un coup stratégique porté aux vestiges de l'unité du groupe. Enfin, lorsque le mouvement se fut totalement délité, il détala à New York pour parfaire sa renommée. Il s'appropria le nom séducteur du surréalisme.
L'histoire fit de lui le membre le plus célèbre du mouvement, bien davantage que Breton. Il est difficile de faire son chemin tout seul. Les alliances sont parfois utiles, mais si vous débutez, il n'est pas évident de trouver les personnes qui vous intéressent et que vous êtes susceptible d'intéresser. Vous ne leur êtes pas forcément utile. La stratégie la plus sage est souvent de rejoindre le groupe qui servira au mieux vos intérêts à long terme ou celui avec lequel vous avez le plus d'affinité. Au lieu d'essayer de conquérir ce groupe de l'extérieur, ouvrez votre voie à l'intérieur. En tant que membre du groupe, vous collecterez des informations capitales sur son fonctionnement, sur le caractère des autres membres, leurs faiblesses et leur hypocrisie. Tout cela vous servira pour mener votre combat depuis l'intérieur de l'organisation. De là, il est bien plus simple de diviser et conquérir. Votre avantage est que, contrairement aux autres membres, vous n'avez aucun attachement sentimental au groupe. Vous n'avez fait acte d'allégeance qu'à vous-même. Cela vous laissera toute la liberté nécessaire pour manipuler et détruire, et vous distinguera aux dépens des autres. Si vous décidez de livrer la guerre en vue du triomphe total de votre individualité, vous devez commencer par détruire inexorablement ceux qui ont la plus grande affinité avec vous. Salvador Dali, 1904-1989. Les clés de la guerre. En stratégie traditionnelle, la forme de défense la plus répandue était la forteresse ou la ville fortifiée. Les généraux et les militaires ont passé des siècles à établir des stratégies visant à prendre de telles structures. Le problème posé par la forteresse était simple. Elle était conçue pour être inexpugnable, pour décourager toute tentative de siège, à moins que cela ne fût stratégiquement indispensable. Contre une forteresse, la stratégie conventionnelle voulait que l'on escalade les murs ou que l'on y ouvre une brèche, en usant d'engins de siège et de béliers. Pour cela, il fallait établir des lignes de circonvallation et de contrevallation qui empêchaient le ravitaillement et les renforts d'entrer et les assiégés de sortir. Les habitants de la cité s'affaiblissaient et dépérissaient jusqu'à ce qu'il devienne possible d'ouvrir une brèche dans les murs et de donner l'assaut. Ces sièges étaient souvent longs et sanglants. Cependant, au cours des siècles, certains stratèges éclairés trouvèrent un autre moyen de faire tomber les murs. Leur stratégie était basée sur un postulat assez simple. La force apparente de la forteresse est une illusion, car derrière ces murs, les gens sont piégés, effrayés, souvent désespérés. Les dirigeants de la ville sont bloqués et n'ont pas d'autre solution. Leur salut se situe dans l'architecture de leur forteresse. Faire le siège de ces murs, c'est confondre l'apparence de la force avec la force elle-même. Si ces murs cachent de grandes faiblesses, une stratégie intelligente voudrait qu'on les contourne et que l'on vise l'intérieur. Cela peut être fait concrètement en creusant des sapes par-dessous les murs afin d'en miner la solidité. C'est une stratégie militaire conventionnelle. Mais la meilleure voie, plus sinueuse encore, est d'infiltrer les assiégés ou de collaborer avec les mécontents qui sont partis. C'est ce que l'on appelle l'ouverture d'un front intérieur. Il s'agit de trouver un groupe à l'intérieur qui travaillera pour vous et sèmera le mécontentement afin de trahir et de vous livrer la forteresse, vous épargnant un siège long et pénible. À la fin du mois de janvier 1968, les Nord-Vietnamiens lancèrent la fameuse offensive du Tet contre les Sud-Vietnamiens et les armées américaines. Ils visaient entre autres Hue, l'ancienne capitale du Vietnam, une cité de grande importance religieuse pour le peuple vietnamien. Au centre de Hue se situe un fort, appelé la citadelle. À l'intérieur de la citadelle se trouve l'enclos du palais impérial, le cœur et l'âme de la ville. La citadelle était protégée de murs très hauts, incroyablement épais et complètement entourés de douves. En 1968, elle était gardée par les soldats américains et leurs alliés.
Pourtant, les Nord-Vietnamiens parvinrent à prendre la citadelle avec une rapidité remarquable. Ils la tinrent plusieurs semaines, puis disparurent de Hue comme par magie, après une contre-attaque massive des Américains. Géographiquement ou stratégiquement, la citadelle n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était la prise de ce symbole pour montrer au monde que l'invincibilité américaine n'était qu'un mythe. La capture de la citadelle fut un fait de guerre remarquable. Voici comment les Nord-Vietnamiens réussirent. Plusieurs mois avant le Tet, ils avaient commencé à infiltrer des hommes dans la ville et à organiser ceux de leurs sympathisants qui vivaient déjà à Hue et travaillaient à l'intérieur de la citadelle. Ils parvinrent à obtenir les plans détaillés de la forteresse, sur lesquels ils se fondèrent pour creuser des tunnels élaborés sous les murs. Ils laissèrent aussi des réserves d'armes à des endroits clés. Pendant la fête du Tet, ils infiltrèrent d'autres hommes à l'intérieur de la cité, déguisés en paysans. Les confédérés à l'intérieur de la forteresse les aidèrent à passer certains postes de garde et ouvrir les portes. Fondus dans la population locale, ils devenaient impossibles à identifier. Enfin, lorsqu'ils eurent localisé le centre de commandement à l'intérieur de la citadelle, les Nord-Vietnamiens purent le prendre discrètement, laissant les gardiens des lieux incapables de communiquer les uns avec les autres. Cela créa une terrible confusion, et c'est ainsi que les défenses de la citadelle s'écroulèrent. Les Nord-Vietnamiens désignaient poétiquement cette stratégie sous le nom de l'éclosion du lotus. Elle est ancrée dans la pensée militaire asiatique et s'applique bien au-delà du champ de bataille. Au lieu de se concentrer sur le front effrayant de l'ennemi et de prendre des points clés à la périphérie de la défense adverse afin d'ouvrir une brèche, l'approche occidentale traditionnelle, la stratégie du lotus vise d'abord et avant tout le centre, ce cœur fragile et vulnérable. Le but est de faire passer dans ce centre des soldats et des confédérés par tous les moyens possibles et d'attaquer ce cœur en premier afin de semer la panique. Plutôt que de tenter de pénétrer frontalement les défenses, il s'agit de les infiltrer, de s'y insinuer. On vise donc aussi les esprits des soldats et officiers ennemis. Cela consiste à les agacer, à déstabiliser leur capacité de raisonnement et à les affaiblir de l'intérieur. Comme un lotus, tout se déplie en partant du centre de la cible. Le principe de base est ici le suivant. Il est plus facile de renverser une structure, un mur, un groupe, un ennemi sur la défensive, de l'intérieur. Lorsqu'une chose pourrit ou se délite en elle-même, elle finit par céder sous son propre poids. Il est largement préférable de procéder ainsi que de s'acharner contre les murs. Lorsque vous attaquez un groupe, la stratégie du lotus commence par l'ouverture d'un front intérieur. Vos alliés, depuis le cœur, vous fourniront des renseignements précieux quant aux points faibles de l'ennemi. Ils le saboteront en silence, sans que rien n'y paraisse. Ils sèmeront le trouble et la dissension. Cette stratégie affaiblit l'ennemi au point que vous n'aurez plus qu'un seul coup à lui porter s'il ne s'effondre pas de lui-même. Une variante de la stratégie du lotus est de se lier d'amitié avec ses adversaires, de gagner insidieusement les cœurs et les esprits. En tant qu'ami de votre ennemi, vous en viendrez tout naturellement à savoir quels sont ses besoins et insécurités, ses fragilités si malaisées à masquer. Face à un ami, il ne se méfiera pas. Plus tard même, lorsque vous révélerez vos intentions traîtresses, le souvenir persistant de votre amitié le troublera encore et vous permettra de poursuivre votre manipulation en jouant sur ses émotions, en le poussant à des réactions excessives. Pour un effet plus immédiat, vous pouvez tenter un acte soudain de gentillesse et de générosité qui amènera les gens à baisser leur défense. C'est la stratégie du cheval de Troie. Pendant 10 longues années, les Grecs assiégèrent la ville de Troie, en vain. Le simple cadeau d'un cheval de bois leur permit d'introduire quelques hommes dans la ville
et d'ouvrir les portes de l'intérieur. La stratégie du lotus trouve toutes sortes d'applications. Lorsque vous êtes confronté à un problème épineux, ne vous laissez pas distraire ou décourager par son apparente complexité. Réfléchissez aux moyens d'atteindre le cœur, le centre, à partir duquel s'épanouit le problème. Peut-être y a-t-il à sa source une personne en particulier. Peut-être s'agit-il de vous-même et de vos idées dépassées, ou encore de la mauvaise organisation d'un groupe. Avec une bonne connaissance du cœur du problème, vous avez les moyens de le résoudre de l'intérieur. Votre première idée doit toujours être d'infiltrer ce centre par la pensée ou par l'action, et non de vous éloigner vers la périphérie pour ne viser que les murs. S'il y a à l'intérieur quelqu'un dont vous devez vous débarrasser ou contrecarrer les plans, votre tendance naturelle sera de conspirer avec d'autres de votre groupe qui ressentent la même chose. Dans la plupart des conspirations, le but est une action à grande échelle afin de renverser le dirigeant et de prendre le pouvoir. Attention toutefois, car les enjeux sont importants et c'est pourquoi les conspirations sont souvent ardues et dangereuses. La principale faiblesse de toute conspiration est généralement humaine. Plus il y a de gens qui participent au complot, plus il y a de chances d'y trouver un traître, qu'il soit délibéré ou accidentel. Comme disait Benjamin Franklin, 3 personnes peuvent garder un secret si 2 d'entre elles sont mortes. Quelle que soit la confiance que vous avez dans vos conjurés, vous ne serez jamais certain de ce qu'ils ont en tête, des doutes qui les traversent, des personnes qui les influencent. Il y a donc quelques précautions à prendre. Réduisez au maximum le nombre de conspirateurs. Ne révélez que les détails les plus indispensables du complot. Moins ils en savent, moins ils parleront. Révélez le planning de votre projet le plus tard possible afin que personne n'ait le temps de faire marche arrière. Puis, une fois le plan exposé, tenez-vous-y. Rien n'inquiète plus un conspirateur que les changements de dernière minute. Enfin, malgré toutes ces précautions, gardez bien à l'esprit que la majorité des conspirations échouent et que cet échec est souvent dû à des aléas. Même le complot réussi qui aboutit à l'assassinat de Jules César ne conduisit pas à la restauration de la République romaine, ainsi que le souhaitaient les conspirateurs, mais à un régime antidémocratique avec l'Empire d'Auguste. Trop peu de conspirateurs, et vous n'aurez pas la puissance nécessaire pour contrôler les conséquences. Trop d'entre eux, et la conspiration sera dévoilée avant d'avoir été menée à bien. Pour détruire de l'intérieur, il faut apprendre la patience et la modestie. Résister à l'envie d'une action à grande échelle, d'une sublime tragédie. Comme le montra Canaris, il suffit d'un peu de sable dans les rouages pour détruire sur le long terme. C'est beaucoup moins dangereux, car plus difficile à tracer. De l'intérieur, vous êtes en mesure de faire échouer les plans de l'adversaire ou de le dissuader de se montrer agressif. Ce sont de vraies victoires, même si votre triomphe est secret. Remportez-en quelques-unes ainsi, et votre ennemi s'effondrera de lui-même. Enfin, dans toute guerre, le moral joue un rôle crucial. Il sera toujours à votre avantage de miner celui des troupes ennemies. Les Chinois parlent de retirer le feu de sous le chaudron. Vous pouvez certes vous y employer de l'extérieur par la propagande, mais l'effet en est souvent inverse et renforce la cohésion des soldats comme des civils face à une puissance ennemie qui tente de les diviser. Il est bien plus efficace de trouver des sympathisants dans leur rang qui répandront le mécontentement comme la peste. Lorsque des soldats voient le doute s'insinuer chez leurs voisins de chambrée au sujet de la cause pour laquelle ils se battent, ils se laissent vite démoraliser et sont tout près de déserter. Lorsque les dirigeants réagissent avec excès à la menace en punissant les mécontents, ils jouent contre leur camp, car ils se montrent injustes et sanguinaires. S'ils ignorent le problème, celui-ci se propage.
Et s'ils se mettent à voir des ennemis partout, leur paranoïa finit par brouiller leur capacité de réflexion. Servez-vous d'un front interne pour semer la dissension. Cela suffit souvent à vous donner l'avantage dont vous avez besoin pour vaincre l'ennemi. Image, le termite. Au cœur de la structure de la maison, le termite grignote silencieusement le bois. Ses armées creusent patiemment poutres et supports. Son travail est imperceptible, mais le résultat n'en est que trop remarquable. Autorité. Quand vous saurez qu'une ville, quelque petite qu'elle soit, est bien fortifiée et abondamment pourvue de munitions de guerre et de bouches, gardez-vous bien d'en aller faire le siège. Il faut plutôt subjuguer l'ennemi sans donner bataille. Ce sera là le cas où plus vous vous élèverez au-dessus du bon, plus vous approcherez de l'incomparable et de l'excellent. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ. A contrario. Il y aura toujours dans votre propre groupe des mécontents susceptibles de se retourner contre vous, de l'intérieur. La pire erreur serait d'être paranoïaque, de soupçonner tout le monde et d'essayer de surveiller les faits et gestes de chacun. Votre seule vraie protection contre les conspirations et les sabotages est la satisfaction de vos hommes, dévoués à leur travail et unis autour d'une cause. Ils se surveilleront eux-mêmes et excluront naturellement les dissidents qui tentent d'instiller le trouble. Les cellules cancéreuses ne peuvent s'immiscer que dans un corps en mauvaise santé.